Ma belle-fille a dit, le plus beau cadeau pour mon mariage, ce serait que tu disparaisses de notre famille. Pour toujours, ma femme a hoché la tête. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir vendu la maison et annulé les frais du mariage. Ce que j'ai laissé dans la maison vide les a choqués. Je me tenais dans la salle paroissiale de l'église Saint-Luc, lorsque ma belle-fille l'a dit à haute voix, claire comme de l'eau de roche, le menton levé, et les yeux rivés aux miens. Le plus beau cadeau pour mon mariage, a-t-elle dit, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. La pièce est devenue silencieuse, les chaises pliantes, les nappes blanches, un plateau à moitié vide de biscuits au sucre. J'ai attendu que ma femme en rie. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Karen a hoché la tête. C'était le moment. Pas fort, pas dramatique, juste un petit hochement de tête ordinaire, qui ressemblait à une porte se fermant quelque part, profondément dans ma poitrine. 3 semaines plus tard, elle se tiendrait dans la même salle, la voix haussée, le visage rouge, fixant une maison vide et demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite. Mais à l'époque, dans cette pièce calme, tout ce que j'ai fait, c'est inspirer et compter jusqu'à 3. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai juste regardé Émilie, 28 ans, les cheveux en chignon serré, son classeur de mariage pressé contre sa poitrine comme un bouclier, et j'ai dit, d'accord. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. Maintenant, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je m'appelle Tom Gallagher. J'avais 56 ans ce printemps-là, et je vivais à Maple Grove, dans le Minnesota. J'ai été électricien la majeure partie de ma vie. 34 ans de réveils matinaux, de sous-sol froid, et de mains qui ne cessaient jamais vraiment de bourdonner. Même quand j'essayais de dormir, mes articulations étaient épaisses, mes doigts à moitié engourdis par des années à sertir des fils et à serrer des vis. Karen et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle est arrivée avec une fille, Emily, qui avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Son vrai père était parti depuis longtemps. Je n'ai pas essayé de le remplacer. J'ai juste été présent. Les sorties d'école, les pneus crevés, les leçons de conduite sur le parking du lycée. Je lui ai appris à faire un créneau dans mon vieux Ford F-150. Mon pied planant au-dessus du frein, ma voix calme. Même quand elle heurtait le trottoir, elle m'appelait Tom, puis papa, puis quelque part en cours de route, elle a cessé de m'appeler quoi que ce soit. La maison, notre maison, se trouvait dans une impasse tranquille, avec des pommiers sauvages et des boîtes aux lettres en forme de petites granges. C'est moi qui avais versé la compte. Mon nom était sur l'hypothèque, celui de Karen aussi. Émilie aimait l'appeler la maison familiale, surtout quand elle parlait d'y organiser des enterrements de vie de jeunes filles et des dîners d'avant-mariage. Le mariage avait tout envahi. Les lieux, les traiteurs, les fleuristes. La voix d'Émilie sur haut-parleur pendant que Karen faisait les 100 pas dans la cuisine, hochant la tête, souriant, disant, bien sûr, ma chérie. J'ai payé la majeure partie sans me plaindre. C'est ce qu'on fait. Je me disais, on investit dans les gens qu'on aime. La réunion à l'église devait être simple. Décompte final, plan de table, qui s'asseyait où. Émilie se tenait devant avec son classeur, tournant les pages comme un chef de projet. Puis elle s'est raclé la gorge. Il y a juste une dernière chose, a-t-elle dit, en regardant d'abord Karen, puis moi. Je ne veux aucun malaise le jour de mon mariage. Karen a bougé sur sa chaise. Je connaissais ce mouvement. Elle le faisait quand elle ne voulait pas choisir de camp. Émilie a continué. Les gens pourraient être confus. Je veux dire, tu n'es pas vraiment mon père. J'ai hoché la tête une fois. Cette partie n'a pas piqué autant qu'elle le pensait probablement. Et honnêtement, a-t-elle dit, ça signifierait beaucoup si tu prenais juste du recul. Complètement. J'ai attendu. Elle a pris une respiration et a fini sa phrase. Le plus beau cadeau serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Je me suis tourné vers Karen. 12 ans de mariage, des comptes bancaires partagés, des dimanches matins tranquilles. J'ai cherché quelque chose sur son visage. N'importe quoi. Elle a hoché la tête. Je me souviens avoir remarqué à quel point l'horloge au mur résonnait fort après ça. Tic, tac, tic. D'accord, ai-je répété. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac de sport, des jeans, des chemises de travail, ma brosse à dents. J'ai laissé le reste. Les photos de famille,
le canapé que j'avais réparé 2 fois, les étagères du garage que j'avais construites de mes propres mains. Karen regardait depuis l'encadrement de la porte de la chambre. Tom, a-t-elle dit, comme si elle allait ajouter autre chose, mais elle ne l'a pas fait. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir, à côté du classeur de mariage. J'ai dormi dans mon camion cette première nuit, garé derrière un Perkins près de l'autoroute 94. L'odeur de graisse de bacon s'échappait chaque fois que la porte s'ouvrait. Je suis resté assis là, les mains enroulées autour d'une tasse de mauvais café, fixant le vide. Au matin, mon téléphone était rempli de messages, d'appels manqués, de SMS confus, Émilie demandant à quoi je jouais, Karen demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'au travail, tiré des câbles, serré des vis, fait mon boulot. Le monde ne s'était pas arrêté juste parce que mon mariage l'avait fait. Pendant le déjeuner, je me suis assis dans mon camion et j'ai regardé l'application de l'hypothèque sur mon téléphone, les paiements que je faisais depuis des années, la police d'assurance à mon nom, l'acte de propriété que j'avais signé sans trop y penser à l'époque. Disparaître, ai-je pensé. D'accord, je le ferai. Mais disparaître ne signifiait pas s'évaporer dans la nature. Cela signifiait se retirer prudemment, et laisser tout ce sur quoi elle s'appuyait ressentir le poids de cette absence. J'ai démarré mon moteur et j'ai conduit vers la ville, vers une vieille agence immobilière avec une enseigne délavée, devant laquelle j'étais passé 100 fois auparavant. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'en avais juste fini. Je ne suis pas allé directement à l'agence immobilière. Je suis passé devant une fois, puis j'ai fait le tour du pâté de maison, mon clignotant faisant un bruit sec, comme s'il battait la mesure de mes pensées. Je ne tremblais pas. Cela m'a surpris. J'avais toujours supposé qu'une telle chose s'accompagnerait de colère, de chaleur, de cris, peut-être d'un pare-brise fissuré ou d'une porte claquée. Au lieu de cela, je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait évidé et avait oublié de remettre quoi que ce soit à l'intérieur. Je me suis arrêté dans une station-service, j'ai fait le plein du camion, et je suis resté assis là plus longtemps que nécessaire. Un vieil homme à la pompe voisine m'a fait un signe de tête. Nous avons échangé le genre de regard que les hommes de notre âge partagent. Pas de mots, juste une reconnaissance. Toujours là? Toujours en vie? J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Un autre texto de Karen. Tom, ça a assez duré. Il faut qu'on parle. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, et tapé à nouveau. Puis j'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans la console. Parler, c'est ce qu'elles avaient fait. Décider sans moi, hocher la tête. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé garé devant l'agence de Maple Grove de la North Star Credit Union. Le bâtiment en briques avait la même allure que toujours, des drapeaux devant, un banc près de la porte. J'étais client ici depuis bien avant Karen. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le nettoyant pour moquette et le tonneur d'imprimante. Une jeune femme au guichet a souri comme si elle s'était exercée. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de vérifier quelques comptes, ai-je dit. Les comptes joints. Elle a hoché la tête, tapé sur son clavier, demandé ma pièce d'identité. Tout était calme, ordinaire. C'était la partie étrange. La vie continuait comme si de rien n'était. Nous avons passé en revue la paperasse, le compte chèque, l'épargne, celui que nous utilisions pour les frais de mariage. Je n'ai encore rien fermé. J'ai juste posé des questions, pris des notes, écouté. En ressortant, je me suis assis sur le banc une minute et j'ai regardé les voitures aller et venir. Une femme luttait pour attacher un tout petit dans un siège auto. Quelqu'un riait trop fort à l'intérieur du bâtiment. Je me sentais plus vieux que je ne l'étais ce matin-là. Ce soir-là, je suis resté dans un motel bon marché près de l'autoroute. Des murs beiges, un lit qui s'affaissait au milieu. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, pensant à la maison, à la façon dont l'escalier grinçait sur la 3e marche, à l'odeur du shampoing de Karen qui persistait dans la salle de bain. J'ai pensé à Émilie à 16 ans, les jointures blanches serrant le volant, pendant que je la guidais pour son premier virage à gauche. Doucement, avais-je dit. Tu as le temps. L'avais-je? Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Karen était au travail. J'ai utilisé le double des clés que j'avais encore. J'ai traversé des pièces qui semblaient soudainement mises en scène, comme si je m'introduisais dans ma propre vie. J'ai emballé quelques affaires de plus. Ma boîte à outils, une photo encadrée de mon père,
la vieille veste en flanelle que je portais chaque automne. Je n'ai rien touché qui criait « Marie », l'album de mariage, les tasses assorties, le plaid que Karen aimait. Sur le comptoir de la cuisine, le classeur de mariage était posé exactement là où je l'avais laissé. Des notes adhésives, des onglets de couleur, tout organisé à la minute près. Je l'ai refermé doucement. Lorsque Karen est rentrée ce soir-là, mon côté du placard était vide. Elle se tenait là, les bras croisés. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit. « Oui », ai-je répondu. « Tu nous punis. » Je l'ai regardée alors, vraiment regardée. Les rides autour de sa bouche, la façon dont elle évitait mon regard. « Non », ai-je dit, « je prends du recul comme vous le vouliez. » Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Émilie ne voulait pas dire. Elle le pensait, ai-je dit. Et tu étais d'accord. C'est à ce moment-là que son visage a changé. Pas en colère, pas triste, juste incertain, comme si elle avait enfin réalisé que quelque chose s'était mis en branle et qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Au cours des jours suivants, les appels se sont intensifiés. Émilie laissait des messages vocaux qui oscillaient entre la fureur et la panique. « Tu ne peux pas juste partir », disait-elle dans l'un d'eux. « Tu sais à quoi ça ressemble ?» Les messages de Karen étaient plus calmes. « On peut arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu fais du mal à tout le monde. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rencontré Dave Miller, un agent immobilier que je connaissais depuis des années. Nous nous sommes assis dans son petit bureau, un pot de café brûlé entre nous. « Tu es sérieux ?» a-t-il demandé en feuilletant les papiers. « Je le suis. » Il s'est penché en arrière, m'a étudié. « Vente rapide ou propre ?» ai-je dit. Dave a hoché la tête. « Tu sais ce que ça signifie ?» Oui. Signer le mandat de vente m'a semblé plus lourd que je ne l'avais prévu. Pas parce que je doutais, mais parce que cela rendait tout définitif. La maison allait être vendue. Les projets de mariage qui y étaient liés allaient s'effondrer. Je le savais. Ce soir-là, Karen s'est présentée au motel à l'improviste. Elle a frappé jusqu'à ce que j'ouvre. « Tu es en train de tout détruire ?» a-t-elle dit, les yeux brillants. « Pourquoi ?» Je n'ai pas élevé la voix. « Pour moi-même. » Elle a ri alors, un rire aigu et cassant. « Tu crois que ça va bien finir ?» Je pense que ça va finir. Honnêtement, ai-je dit. Elle m'a fixé comme si elle ne me reconnaissait plus. Peut-être que c'était le cas. Le lendemain matin, le panneau « À vendre » a été planté sur la pelouse. Dans l'après-midi, mon téléphone a explosé. Émilie hurlait. Karen pleurait. Quelqu'un du lieu de réception a appelé, confus, demandant qui avait encore l'autorité pour approuver les événements à la maison. J'ai laissé sonner. Disparaître, avait-elle dit. C'est exactement ce que je faisais, calmement, légalement, un morceau à la fois. Et plus je m'éloignais, plus je réalisais à quel point je soutenais leur monde sans jamais avoir été remercié. Cette prise de conscience ne ressemblait pas à une victoire. Pas encore. C'était comme si le sol se dérobait sous les pieds de tout le monde, y compris les miens. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi lorsque j'avais préparé mon sac pour la première fois. Disparaître n'était pas un acte unique. Ce n'était pas une porte claquée ou un adieu dramatique. C'était une série d'absences silencieuses, de petits soutiens retirés un à un, comme arracher des clous d'une planche et la regarder finalement s'affaisser sous son propre poids. La maison a été mise en ligne un jeudi. Dave m'a envoyé une photo de l'annonce par SMS. Des images lumineuses, des angles larges. La pelouse semblait plus verte que dans mes souvenirs. Je l'ai fixée longtemps, essayant de ressentir quelque chose. Un regret vif, un triomphe, n'importe quoi. Mais je me sentais surtout fatigué. Ce soir-là, je me suis assis dans la chambre de motel, la télé à faible volume, regardant des prévisions météo dont je me moquais. Mon téléphone a vibré à nouveau. Karen, Émilie est en larmes. Elle dit que tu l'humilies. J'ai posé le téléphone face contre table. Quelques minutes plus tard, il a vibré encore. Karen, s'il te plaît. On peut parler. Rentre simplement à la maison. Maison. Le mot semblait lâche maintenant, comme s'il ne m'appartenait plus. J'ai pensé au premier hiver dans cette maison. Comment je m'étais levé tôt pour déneiger l'allée avant le travail pour que Karen ne glisse pas.
Comment j'avais remplacé la chaudière moi-même pour économiser de l'argent. Comment Émilie avait amené ses amis et ri fort dans la cuisine, ne s'inquiétant jamais des factures, du chauffage ou de qui rendait tout cela possible. Le lendemain matin, je suis allé au bureau des registres du comté à Brooklyn Park. C'était un bâtiment en béton trapu, avec des lumières fluorescentes qui donnaient à tout le monde un air un peu malade. J'ai pris un numéro et j'ai attendu, écoutant le bourdonnement des bouches d'aération et le bruissement de la paperasse. Quand mon tour est venu, l'employé a affiché l'acte sur son écran. Elle a lu les noms. Le mien venait en premier. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. En sortant, je me suis assis dans mon camion et j'ai posé mon front contre le volant. Pendant une seconde, juste une seconde, je me suis demandé si j'allais trop loin. Puis mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était le lieu de réception. Monsieur Gallagher a demandé une femme, polie mais ferme. Nous vous appelons car il semble y avoir une certaine confusion concernant la propriété utilisée pour le dîner de répétition. Il n'y a pas de confusion, ai-je dit. La maison est en vente. Silence au bout du fil. Eh bien, a-t-elle dit prudemment, sans confirmation du propriétaire et preuve d'assurance, nous ne pouvons pas continuer. Je comprends, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'adrénaline, parce que maintenant, c'était réel. Maintenant, les conséquences allaient au-delà des messages de colère et des sentiments blessés. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. J'ai grimpé sur une échelle dans un centre commercial et recablé un panneau d'éclairage. Mes mains bougeaient en pilote automatique. Dénudé, tordre, capuchonné. Mon corps savait quoi faire, même quand mon esprit l'ignorait. Pendant ma pause, j'ai mangé un sandwich à la dinde sec dans mon camion, et j'ai regardé un jeune couple se disputer sur le parking. La femme agitait les bras. L'homme fixait le sol. Je me suis demandé lequel des deux j'avais été pendant toutes ces années. Ce soir-là, Émilie m'a envoyé un SMS directement. Tu gâches tout. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout à toi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'ai pensé à la nuit où elle m'avait appelé de l'université, en pleurant parce que sa voiture ne démarrait pas. J'avais conduit 2 heures dans la neige pour aller la chercher. Sans même hésiter. Tu es mon héros, avait-elle dit à l'époque. À moitié en plaisantant, à moitié pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon agent d'assurance, une femme nommée Linda avec qui je travaillais depuis des années. Elle a reconnu ma voix. Tom, tout va bien? Je vends la maison, ai-je dit. Je dois faire quelques changements. Elle m'a guidé à travers le processus, professionnel et aimable. À la fin de l'appel, un autre fil avait été doucement tiré et détaché. Ce soir-là, Karen est revenue. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle est juste restée debout à l'extérieur de mon camion, sur le parking du motel, tandis que j'étais assis au volant, moteur éteint. Tu fais du mal à Émilie, a-t-elle dit à travers la fenêtre ouverte. Ce n'est pas moi qui ai commencé, ai-je répondu. Tu es son père. Je l'étais, ai-je dit doucement, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Sa bouche s'est crispée. Tu prends plaisir à ça. J'ai secoué la tête. J'y survis. Elle s'est penchée plus près. Si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Vous aviez déjà décidé ça, ai-je dit. Vous ne pensiez juste pas que je l'accepterais. Elle a reculé alors, comme si je l'avais poussée. La première offre pour la maison est arrivée 2 jours plus tard, légèrement en dessous du prix demandé. Dave m'a appelé, la voix prudente. On peut faire une contre-offre. Accepté, ai-je dit. Tu es sûr? Oui. En raccrochant, j'ai senti un poids s'installer dans ma poitrine. Pas de l'effroi, mais une finalité. La robe de mariée d'Émilie était toujours accrochée dans le placard de la chambre d'amis. Je le savais, j'avais aidé à installer la tringle moi-même. Je l'imaginais là, intacte, attendant un jour qui glissait de plus en plus hors de portée à chaque signature que j'apposais. Ce soir-là, seul au motel, j'ai sorti une vieille photo de mon portefeuille. Émilie, à 17 ans, assise à la place du conducteur de mon camion, souriant comme si elle venait de gagner quelque chose. Je suis resté assis là longtemps, écoutant le bourdonnement du distributeur automatique au bout du couloir. Disparaître, ai-je réalisé,
n'était pas une question de punition. C'était abandonner l'illusion que l'amour, une fois donné, serait toujours rendu. Et une fois que j'ai vu cela clairement, il n'y avait plus de retour possible. La vente a été conclue un mardi matin. Je le sais parce que je me souviens du bruit que le stylo a fait quand j'ai signé la dernière page. Un grattement doux, rien de dramatique. Dave a glissé les papiers vers moi, a tapoté le coin pour en faire une pile nette, et a dit « C'est tout. C'est fini. 12 ans de paiements hypothécaires, 12 hivers à pelleter, 12 étés à tondre cette pelouse pendant qu'Emily était assise sous le porche à faire défiler son téléphone, demandant si j'avais vu ses lunettes de soleil. Envolé. Je suis sorti du bureau des titres vers un parking rempli de voitures ordinaires. Un monospace a klaxonné quelque part. Un homme se disputait avec son téléphone. La vie continuait, ignorant que quelque chose que j'avais construit n'était officiellement plus à moi. Dave m'a tapoté légèrement l'épaule. « Ça va ? Ça ira », ai-je dit. Je le croyais, en grande partie. Les appels ont commencé avant que j'atteigne le bout de la rue. Karen d'abord. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé, à bout de souffle. J'ai vendu la maison. Tu ne peux pas, je l'ai fait. Elle est devenue silencieuse, plus douce. Le lieu de réception vient de m'appeler. Je me doutais qu'il le ferait. Ils ont annulé le dîner de répétition, a-t-elle dit. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas avancer sans la propriété. J'ai imaginé le classeur d'Emily, les onglets de couleur, les plannings prévus à la minute près. Je l'ai imaginé debout dans la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, essayant de garder une voix stable. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais de la seule manière qui comptait encore. Tu détruis son rêve, a dit Karen. Non, ai-je répondu. Je m'en retire. Dans l'après-midi, le fleuriste a annulé. L'orchestre a suivi. Le traiteur a laissé un message vocal demandant qui était désormais responsable du solde impayé. Emily m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avant de pouvoir m'en empêcher. Tu as vendu la maison, a-t-elle hurlé. Tu es fou ? Je t'avais prévenu que je disparaissais, ai-je dit calmement. Tu as fait ça exprès. Oui. Voilà, c'était là, la vérité enfin au grand jour. Tu gâches mon mariage, a-t-elle pleuré. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, je l'ai presque revue telle qu'elle était à 8 ans, me tenant la main sur le parking du centre commercial, effrayée de se perdre. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. Ce sont des conséquences. Elle a raccroché. Ce soir-là, Karen est revenue au motel. Elle s'est assise sur le bord du lit, les épaules affaissées, fixant la moquette. Elle a honte, a-t-elle dit. Tout le monde est au courant. Tout le monde savait que j'existais, aussi, ai-je répondu. Jusqu'à ce qu'elle ne le veuille plus. Elle a levé les yeux, rouge. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que tu hocherais la tête, ai-je dit. La pièce est devenue immobile. 2 jours plus tard, l'acheteur a programmé une journée portes ouvertes pour le week-end. Des panneaux dans le jardin, des ballons attachés à la boîte aux lettres, des inconnus marchant dans les pièces où ma vie s'était déroulée. Emily s'est montrée lors d'une des visites. Je n'étais pas là, mais les voisins me l'ont raconté plus tard. Des voix élevées, des portes claquées, une femme pleurant sur les marches du perron pendant que les gens faisaient semblant de ne pas regarder. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Tom, c'est Rick d'à côté. Je venais aux nouvelles. Ça ne semblait pas normal que tu ne sois pas là. J'ai fixé ce texto plus longtemps que je n'aurais dû. Un voisin avait remarqué mon absence avant ma propre famille. Le mariage a été officiellement reporté le lundi suivant. Reporté ? Disait-elle, comme si cela pouvait revenir s'elles attendaient assez longtemps. Emily a posté un message vague en ligne sur les personnes toxiques et l'importance de fixer des limites. Karen a complètement arrêté d'envoyer des textos. J'ai quitté le motel pour une petite location en périphérie de la ville. Une chambre, des murs fins, un porche juste assez grand pour une chaise. La première nuit là-bas, je me suis assis sur cette chaise et j'ai écouté le bourdonnement de la circulation. Pas de cris, pas de projet de mariage, pas de classeur, juste le calme. Mais le calme ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Je savais qu'elle pensait que l'histoire était finie, que j'avais prouvé mon point de vue et que j'allais maintenant m'effacer en arrière-plan comme elle le voulait. Elles avaient tort.
car tandis que la maison était vide, quelque chose d'autre prenait forme. Quelque chose que j'avais construit lentement, délibérément, au cours de longues nuits et de petits matins. Je ne laissais pas le chaos derrière moi. Je laissais la vérité. Et bientôt, elle n'aurait d'autre choix que d'ouvrir la porte et de lui faire face. Les acheteurs ont pris possession des lieux un vendredi matin. Je ne suis pas allé à la maison pendant qu'ils emménageaient. Je n'en avais pas besoin. J'y étais déjà allé plus tôt cette semaine-là, seul, avec les pièces mises à nu et l'air sentant légèrement la poussière et le nettoyant au citron. J'ai traversé les lieux une fois, lentement, sans rien toucher, écoutant mes pas résonner comme si j'étais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. J'ai apporté une boîte. Elle n'était pas lourde, juste du papier. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, juste là où Karen étalait les factures et où Émilie étalait ses classeurs. Le comptoir avait encore une légère éraflure, datant de la fois où j'avais laissé tomber un tournevis il y a des années. J'avais l'intention de la poncer, je n'ai jamais eu le temps. La boîte contenait un seul classeur, noir, épais, le genre qu'utilisent les comptables. Sur la tranche, en lettres majuscules, j'avais écrit « Ce qui disparaît ». À l'intérieur, il y avait des onglets, propres, étiquetés, paiements hypothécaires, assurances et services publics, éducation et frais médicaux, dépenses de mariage, extra. Chaque section contenait des copies, des chèques, des relevés, des notes de ma main, des dates, des montants. Pas d'opinion, pas d'insultes, juste des faits. Sur le classeur, j'ai placé une seule enveloppe adressée à Émilie. Pas Karen. Émilie. Je suis resté là longtemps après l'avoir posée. Assez longtemps pour entendre une voiture passer dehors. Assez longtemps pour sentir le poids des années s'installer sur mes épaules. Puis je suis parti. Je n'ai dit à personne que j'étais venu. L'appel est arrivé cet après-midi-là. Ce n'était pas Karen. C'était le fiancé d'Émilie, Marc. Je l'avais rencontré 2 fois. Poli, calme, le genre d'homme qui laissait les choses se passer autour de lui et appelait ça la paix. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, la voix serrée. « Ouvre-le » ai-je dit. Il y a eu une pause, un bruissement de papier, une inspiration brutale. « Jésus » a-t-il murmuré. Karen devait être là, elle aussi. Je pouvais l'entendre pleurer en arrière-plan. La voix d'Émilie s'est élevée, aiguë et paniquée. « C'est de la manipulation » a-t-elle dit. Il a planifié ça. J'ai enlevé le haut-parleur et porté le téléphone à mon oreille. Je l'ai documenté, ai-je dit. Il y a une différence. Tu essaies de nous humilier, a sangloté Karen. Je dis la vérité, ai-je répondu, publiquement, pour la première fois. Elles étaient dans la maison à ce moment-là. Celle qui était vide. Les voisins passaient devant. Les nouveaux propriétaires ne devaient arriver que le lendemain. La cuisine grande ouverte, la lumière du soleil se déversant sur le comptoir où reposait le classeur. J'imaginais Émilie en train de le feuilleter, ses doigts s'arrêtant sur des chiffres qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Le paiement mensuel de l'hypothèque de 1 250 $, le taux d'intérêt de 4,2% que j'avais bloqué 12 ans plus tôt, les 6 800 $ pour l'appareil dentaire, l'acompte de 14 900 $ pour la salle, le fleuriste, l'orchestre, les retouches, tout payé depuis le même compte. Dans la rubrique « Extra », j'avais ajouté quelque chose qu'elle avait oublié. L'argent de l'essence pour ses retours de l'université. Les franchises d'assurance. L'hiver où j'avais payé son loyer quand sa colocataire s'était désistée. À la fin du classeur se trouvait la lettre. Pas longue, juste une page. Émilie, tu m'as demandé de disparaître. Voici ce qui disparaît quand je le fais. Il n'y a aucune colère là-dedans. Juste de la comptabilité. J'espère que ton jour de mariage sera quand même magnifique. Je ne serai pas là pour le voir. Tom. Je pouvais entendre Marc respirer au bout du fil, lentement et lourdement. Tu étais au courant de tout ça ? A-t-il demandé à Émilie. Silence. Ce silence était plus fort que n'importe quel cri aurait pu l'être. Les voisins s'étaient rassemblés sur le trottoir. Rick, d'à côté, se tenait les bras croisés, faisant semblant de consulter son téléphone tout en écoutant clairement. Quelqu'un a chuchoté. Quelqu'un d'autre a secoué la tête. La voix de Karen s'est brisée. Tom, s'il te plaît. Tu as prouvé ce que tu voulais. Je n'ai rien prouvé, ai-je dit. J'ai répondu à une demande. Émilie a hurlé alors.
Pas des mots, juste un son. Brut et furieux, puis le téléphone s'est coupé. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé ensuite par Rick. Emily a jeté le classeur à travers la pièce. Les pages se sont éparpillées. Les chiffres ont volté comme des feuilles mortes. Marc les a ramassés un par un. Les voisins regardaient à une distance polie, à la manière des gens du Midwest, inquiets, curieux, retenus. Une femme de l'autre côté de la rue a dit « J'ai toujours pensé que c'était Tom qui payait tout ». Rick a hoché la tête. C'était le cas. Le soir venu, l'histoire s'était répandue. Les amis de l'église, les invités du mariage, les gens qui s'étaient demandé pourquoi le mariage avait été soudainement reporté. Il n'y avait aucune rumeur à corriger. La vérité était déjà étiquetée, classée et étalée sur le comptoir. Karen a essayé de m'appeler à nouveau ce soir-là. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis assis sur le porche de ma petite location, une chaise pliante tirée près de la rambarde. Le soleil descendait bas, donnant au ciel la couleur du cuivre rouillé. Quelque part, une tondeuse à gazon bourdonnait. Un chien a aboyé une fois, puis s'est calmé. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains ne tremblaient pas. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais propre. Le lendemain matin, un email est arrivé de Marc. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous soyons prêts à nous marier. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Karen a envoyé un dernier message plus tard dans la journée. J'aurais aimé que tu te battes plus fort. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Je l'ai fait, silencieusement, pendant des années. C'est la dernière chose que je lui ai dite. Le dimanche, le classeur avait disparu. Les nouveaux propriétaires avaient emménagé. Le comptoir était à eux maintenant. Mais l'histoire avait déjà fait son œuvre. On ne peut pas effacer des chiffres une fois qu'ils ont été lus. On ne peut pas ignorer le poids que quelqu'un portait quand il est finalement déposé en public. Elles m'ont demandé de disparaître. Ce qui les a choqués, ce n'est pas que je sois parti. C'est tout ce qui s'est évanoui avec moi. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elles pendant longtemps après cela. Des semaines ont passé, puis des mois. Le genre de mois où les saisons changent doucement et on ne le remarque pas jusqu'à ce que l'air soit différent sur la peau. L'été a glissé vers l'automne. Les feuilles se sont rassemblées le long du trottoir devant ma location, s'enroulant et brunissant comme si elles étaient fatiguées de s'accrocher. Je me suis installé dans un rythme. Je me réveillais à 5h30 tous les matins, comme je le faisais depuis des années. La cafetière était vieille et bruyante, mais elle fonctionnait. Je buvais ma première tasse, debout près de la fenêtre, regardant les phares bouger le long de la route comme une rivière lente. Certains matins, la maison me manquait, le garage, la façon dont le soleil frappait la table de la cuisine juste comme il faut vers 7h. D'autres matins, non. Le travail est resté stable. Mes mains bourdonnaient toujours la nuit, mais je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pas d'échéance de mariage, pas de tension résonnant à travers les murs, juste une fatigue calme et honnête. Un après-midi d'octobre, Rick est passé. Il avait trouvé ma nouvelle adresse par l'intermédiaire d'un ami commun. Il se tenait sur mon porche, les mains dans les poches de sa veste, changeant d'appui. Je voulais juste dire, a-t-il commencé, puis il s'est tu. Beaucoup de gens ont vu ce que tu as fait. J'ai attendu. Pas la vente, a-t-il dit. L'autre partie. Le classeur, la vérité. J'ai hoché la tête. Ils n'en parlent pas beaucoup, a-t-il poursuivi, mais ils ont remarqué. Après son départ, je me suis rassis dans mon fauteuil et j'ai regardé les arbres. Pour la première fois, j'ai compris quelque chose que j'avais été trop occupé pour voir auparavant. Le respect ne s'annonce pas. Il arrive silencieusement après que tout le reste s'est effondré. Karen a essayé une dernière fois près de Thanksgiving. Elle s'est présentée à ma porte sans appeler, son manteau serré contre elle, les yeux fatigués. Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout, a-t-elle dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. Elle a regardé derrière moi dans le petit salon, le canapé d'occasion, la lampe que j'avais réparée moi-même, cet endroit qui n'appartenait qu'à moi. Tu as l'air différent, a-t-elle dit. Je le suis. Elle a hoché la tête alors, le même petit hochement. Mais celui-ci n'a pas fait mal. Ça n'avait plus d'importance. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je suis en paix, ai-je répondu. Elle est partie sans un autre mot.
Cet hiver-là, j'ai acheté mon propre logement, plus petit que l'ancienne maison, payé comptant, un Porsche modeste, un jardin juste assez grand pour être ratissé sans jurer. La première nuit, je me suis assis dehors avec une tasse de thé et j'ai regardé le soleil sombrer derrière les arbres. Pas d'applaudissements, pas de public, juste le calme. Je pensais parfois à Émilie, pas avec colère, mais avec une sorte de tristesse lointaine. J'espère qu'elle a appris quelque chose. J'espère qu'elle n'a pas eu à perdre autant que moi pour le comprendre. Mais cette partie ne m'appartenait plus. Ce que j'ai emporté avec moi, ce n'était pas de l'argent, ni une propriété, ni même une justification. J'ai emporté ma dignité. J'ai pris mon temps. J'ai emporté la vérité de qui j'étais et de qui j'avais été tout au long. Elles m'ont demandé de disparaître. Ce qu'elles n'ont jamais compris, c'est ceci, quand vous repoussez quelqu'un qui maintenait tout ensemble, vous ne perdez pas seulement cette personne. Vous perdez le poids qu'elle portait en silence. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, tenu pour acquis ou effacé silencieusement, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas de crier en retour. Parfois, c'est de se choisir soi-même. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez écouter d'autres histoires comme celle-ci, racontées honnêtement et sans bruit, prenez un moment pour vous abonner. Merci de votre écoute.